spéciale Coupe du Monde. Vous le savez, on se régale depuis dimanche soir. Une Coupe du Monde ce jeudi, bien sûr, avec Karim Benani. Benoît Tremoulinas qui est arrivé. Tout va bien, Benoît? Très bien. Petit souci avec les transports. Exactement. Ça arrive assez souvent. Camille Macali, Julien Aliane, Pierre Boubi et Samuel Olivier. On vient de finir avec un 4e 0-0, décidément, dans cette Coupe du Monde entre l'Uruguay et les Sud-Coréens. Pas de but, des poteaux, des actions. On va voir les statistiques avec vous. Oui, il y a eu 2 poteaux dans cette partie pour les Uruguayens. Alors, 17 frappes en tout dans le match. Pour combien de cadrés, messieurs? Un seul tir cadré durant la partie. C'était un tir uruguayen. En termes de possession de balle, vous allez le voir, c'est 57% de possession de balle pour l'Uruguay de Cavani ou encore Valverde. Les Uruguayens qui ont gagné plus de duels quand même que les Sud-Coréens. Mais en termes d'efficacité pour les deux nations, ça a été un peu ric-rac. Un seul tir cadré durant la partie. C'était l'entrée en lice dans le groupe H pour l'Uruguay et la Corée du Sud. Les stars étaient là. On a vu Suarez, Cavani est entré en jeu en seconde période. Évidemment Valverde, Son du côté de la Corée du Sud. Et puis voilà, on doit se contenter encore d'un 0-0. Finalement, qui doit le regretter, ce petit point? C'est une bonne question. Peut-être ceux qui regardaient le match, moi j'ai trouvé ça très laborieux. C'était long. Ouais, c'était long. Je me laisse pas berner par les 10 dernières minutes qui sont un peu enthousiasmantes avec le commentaire de Bruno et de Johan. Moi, je me suis vraiment ennuyé et je ne sais pas qui doit le regretter, mais le Portugal peut peut-être s'en contenter. Et parce que ça va être une poule qui apparaît franchement à la portée des Portugais s'ils sont à leur niveau avec le Ghana qui complète cette poule-là. Donc, ouais, non, c'était long. Portugal-Ghana, c'est évidemment le deuxième match du groupe H et vous le vivrez sur la chaîne L'équipe. Benoît, vous m'avez dit, l'Uruguay, c'est toujours le même match depuis 20 ans. Mais c'est exactement la même chose. Si on veut parier, on met moins de 2 buts ou moins de 3 buts. Enfin, il ne se passe jamais grand-chose avec l'Uruguay. Ça bétonne. Ça se contente en fait d'exploits individuels, à la limite à l'image de Valverde. Cette belle frappe sur le poteau. C'est vrai qu'il en a effectué des pas mal à Madrid. Voilà, c'est toujours un peu comme ça, l'Uruguay. C'est costaud. Et puis quand ça doit faire le jeu, c'est un petit peu compliqué parce que là, ils sont tombés sur une équipe de Corée qui d'habitude anime un petit peu plus le jeu, et là ils sont forcément mis derrière, et on a vu que la tactique c'était d'allonger sur Hugminson ou Wijo pour les contrer, et forcément lorsque l'Uruguay doit faire le jeu c'est un petit peu plus compliqué. Et l'image des stats, regardez, un tir cadré pour une Coupe du Monde, bon. On ne s'est pas régalé, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais Karim, quand même, lorsque le sélectionneur de l'Albi Céleste va prendre la parole, il y a 2 poteaux. Il y a la tête de Godin et il y a la frappe qui vient mourir sur le poteau du gardien sud-coréen, la frappe de Valverde. Je veux dire, c'est pas mal, en fait, quand même, quand on voit le contenu du match. Il doit être déçu de ce match nul. Oui, et on oublie de parler, on va le faire, mais de cette équipe sud-coréenne qui a posé beaucoup de problèmes, finalement, à l'Albi Céleste. Et à la Céleste plutôt, à la Céleste d'ailleurs. Oui, la Céleste, c'est l'Argentine. Je trouve qu'elle a manqué de génie créatif finalement, cette équipe d'Uruguay. Souvenez-vous, en 2014, il y avait Suarez était au climax de sa carrière, on avait Forlan qui était à un niveau stratosphérique. Quel beau joueur. Joueur extraordinaire. Cette équipe-là était géniale pendant cette Coupe du Monde 2010. Après, oui, effectivement, là, je trouve qu'elle est un peu vieillissante, à l'image de Godin, à l'image de Cavani qui entre, qui remplace Suarez. Alors oui, il y a des joueurs comme Valverde qui sont là et qui régénèrent un peu cette équipe-là. Nunez, que l'on voit ici derrière vous. Malgré tout, je pense qu'elle aura du mal dans ce groupe-là. Attention au Ghana, on verra tout à l'heure le match face au Portugal, parce que c'est une équipe, même si elle perd contre le Portugal, qui posera peut-être beaucoup de problèmes à cette équipe uruguayenne. Voilà, moi je trouve que finalement le match nul est assez logique. Les Coréens ont préservé ce nul pour ne pas trop se découvrir et se donner des chances d'aller au deuxième tour. Il y a un joueur qui aurait pu donner la victoire donc, à l'Uruguay, c'est Federico Valverde. Déjà 8 buts cette saison avec le Real, qui n'était pas loin d'envoyer une lucarne dans cette partie. 3 tirs pour lui, il a été assez actif, il a beaucoup taclé aussi dans la partie, 13 ballons perdus, 80 touchés pour Federico Valverde, beaucoup d'activité. Malheureusement, il a manqué l'efficacité. Place au direct, on part tout de suite au Qatar. On va retrouver Sébastien Tarago, notre envoyé spécial. Les Bleus qui vont s'échauffer à J-2 du match face au Danemark. Ils arrivent sur la pelouse, Sébastien, bonjour. Ouais, bonjour Karine, bonjour à tous. Vous pouvez constater effectivement sur les images de Charlie Fort-Boursereau que Didier Deschamps vient d'arriver sur la pelouse d'entraînement notamment. Guy Stéphane est également présent, son adjoint. Les joueurs ne vont sans doute pas tarder. L'entraînement était prévu à 18h ici, 16h en France. Il devrait arriver très vite sur la pelouse.
On le rappelle donc que nous sommes à J-2 de ce match face au Danemark. A priori, l'adversaire le plus fort de ce groupe. On va dire un dernier mot quand même sur ce score nul entre l'Uruguay et la Corée du Sud. Est-ce que vous avez été déçu, Pierre? Parce qu'on rappelle que l'Amérique du Sud attend beaucoup de cette Coupe du Monde. Il y a la défaite de l'Argentine qui est très mal passée. Là, il y a un match nul pour l'Uruguay. Alors, on attend le Brésil ce soir face à la Serbie, mais c'est moyen. Ouais, c'est moyen. Après, l'Uruguay s'est contenté du minimum. Après, il n'y a pas un 11 fantastique non plus du côté de l'Uruguay. Il y a Valverde au milieu. Après, devant, c'est vrai qu'il y a Darwin Núñez qui a essayé de faire ce qu'il pouvait avec le peu de ballons qu'il avait. Voilà, ils ont essayé d'être pragmatiques et de saisir des contres. Après, j'ai plus aimé, c'est vrai, la Corée du Sud, mais sur l'ensemble du match, l'Uruguay, moi, je pense, peut repartir un petit peu frustré par rapport aux occasions. Et l'homme du match était français, finalement. Clément Turpin. Vous aimez bien les arbitres. Ah, mais il a été très bon, je trouve. Vous aimez bien les arbitres. Avec Nicolas Danos et Cyril Guingor au drapeau, ils ont été excellents, je trouve. Écoutez, c'était important de le préciser. Clément Turpin est content de ce petit témoignage. Il avait été bon aussi en finale de Ligue des Champions. On le retrouvera évidemment en Ligue 1 dans quelques semaines. On retourne au Qatar. Sébastien Tarago, vous nous faites vivre cet entraînement très important. Il est ouvert aux médias. Il y a une question que l'on se pose et vous allez nous rassurer. Raphaël Varane est bien là. Ouais, vous pouvez le voir sur les images qui défilent sur votre écran. Raphaël Varane échange quelques ballons avec Antoine Griezmann. Donc les premiers joueurs sont arrivés sur la pelouse. Hugo Lloris en tête, les trois gardiens, Alphonse Areola, Steve Mandanda et Hugo Lloris sont tous là et vont sans doute commencer peut-être de manière spécifique à travailler avec l'entraîneur des gardiens. Voilà, les joueurs arrivent petit à petit pour l'instant. Il y en a, allez, 3, 4, 5, 6. On est à 9 joueurs. Sébastien, vous êtes vraiment à côté de Raphaël Varane, le défenseur de Manchester United. On rappelle qu'il a été préservé lors du premier match face à l'Australie. On se posera la question face au Danemark. Comment vous le sentez? Est-ce qu'il a l'air serein, détendu? Est-ce qu'on peut espérer le voir samedi? Parce que c'est évidemment la question que tout le monde se pose. En tout cas, lui, il espère, parce qu'il espérait déjà jouer face à l'Australie. C'était une décision de Didier Deschamps de l'avoir laissé sur le banc. Il postulait, il était prêt, il se sentait en état de jouer, mais la prudence l'a emporté. Vu le nombre de pépins qui s'accumulent sur la Maison Bleue, on peut quand même comprendre la décision de l'entraîneur français, donc il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, c'est une question de rythme, hein. Il commence à avoir de plus en plus d'entraînement dans les jambes, d'entraînement collectif. Donc voilà, ça va être une décision qui sera prise sans doute ce soir après la séance d'aujourd'hui. En tout cas, Raphaël Varane, lui, postule à une place de titulaire. Merci beaucoup Sébastien, vous le vivez sur la chaîne Équipe, c'est l'entraînement des Bleus en direct à Doha, les Bleus qui sont à J-2 du match face au Danemark. Nous sommes sur la chaîne Équipe, on se retrouve dans quelques instants. On va parler évidemment de l'équipe de France, on parlera des 4 offensifs, est-ce qu'il faut les remettre face au Danemark? Et puis on suivra Raphaël Varane en priorité, ne bougez pas.